de taille variable. Et on fera les attentes du clinicien, puisque moi, c'est la partie qui m'intéresse, de savoir quels sont les grands messages qu'il faut retenir pour un nucléariste. Alors, commençons par la classification que j'affiche. Donc, c'est la classification la dernière, la classification de Chapel Hill 2012, publiée en 2013. Donc, sur cette diapo, vous pouvez voir qu'il y a 3 grands types de vaisseaux. Vous pouvez aussi voir que les intervalles, on va dire, de chevauchement entre les vascularites des gros, moyens et petits vaisseaux se chevauchent en partie. Donc, ce sont des classifications préférentiellement des gros vaisseaux, préférentiellement des moyens et préférentiellement des petits. Mais le message indirect, c'est que du gros vaisseau peut toucher les moyens et que les moyens peuvent toucher des gros. Ça a du sens quand on parlera de TEP un peu plus tard. On va essentiellement parler de ce qui est gros, donc des vasculaires, des gros vaisseaux, le Horton, la maladie, l'artérite acélugante et le Takayasu. De manière plus anecdotique, on parlera un peu des moyens vaisseaux, donc la périartérite noueuse et le Kawasaki, qui est une maladie pédiatrique dont on parlera très peu. Et on va ébaucher quelques petites choses sur les petits vaisseaux, mais qui ne sont pas encore à l'heure d'aujourd'hui l'apanage de la médecine nucléaire, mais qui pourraient le devenir dans les années qui viennent, notamment avec de nouvelles machines. Donc la même chose, mais présentée différemment, issu du même article Princeps de la classification. J'attire le focus sur les gros vaisseaux et les moyens vaisseaux. Les petits vaisseaux, il y en a plein dont on ne va pas rentrer en détail. Ce sont des maladies soit post-immunes pour les vascularites associées aux ANCA, soit à complexe immun. On en parlera un peu plus tard, mais pour l'instant, je ne fais que l'ébaucher. Et j'attire aussi votre attention sur le petit éclair en dessous, des vascularites associées aux maladies systémiques et des vascularites associées aux médicaments et aux infections et au cancer, parce que ce sont des choses qu'on oublie souvent, mais il existe des maladies vascularitiques primitives, celles qu'on connaît tous et qu'on a tous bien en tête, et des vascularites associées à des maladies sous-jacentes. Et clairement, une vascularite avec une sarcoïdose, ça existe, et il faut savoir aussi parfois y penser avant de dire que ce sont des vascularites primitives. Donc les gros vaisseaux. Les gros vaisseaux, on va parler du Horton pour commencer. Le Horton, c'est la moins rare des maladies rares dont on va parler ce soir. Donc c'est une maladie dont l'incidence en France est à peu près de 10 sur 100 000 habitants. Donc c'est pas, ça reste une maladie rare, mais c'est pas une maladie exceptionnelle. Le tableau le plus classique sur ce genre de maladie, c'est des hommes ou des femmes, mais plutôt des femmes. En général, c'est 2 tiers, 1 tiers, voire 3 quarts, 1 quart, de plus de 50 ans, hein, par définition, presque, on pourrait dire. Un Horton, ça n'existe pas avant 50 ans. Souvent, c'est plus de 70 ans. C'est des gens qui vont avoir une altération de l'état général, qui vont avoir des céphalées, des claudications de la mâchoire, de la langue, des hyperesthésies du cuir chevelu. Donc plutôt une présentation céphalique. Mais il existe aussi des présentations extracéphaliques avec des aortites pures et des gens qui se présentent avec des altérations de l'état général et une fébricule et une CRP, et sans forcément avoir de grands signes spécifiques. Dans à peu près 50% des cas, on a une pseudopolyarthrite rhizomélique qui est associée, qui va nous aider et sur le plan clinique et sur le plan isotopique. Et donc, les cibles de cette maladie, c'est l'aortite. Dans un tiers des cas, on a une aortite. Donc, évidemment, l'absence d'aortite n'exclut en rien le diagnostic, mais c'est une aide précieuse au diagnostic de maladie de Horton. On a des artérites des grosses branches, donc les sous-claves essentiellement, les troncs vertébraux, les troncs carotidiens. Et on peut avoir une artérite temporale qu'on recherche souvent à la biopsie de l'artère temporale, mais qu'on peut discriminer sur la TEP de manière très claire. Et on peut avoir aussi un hypermétabolisme rhumatismal dans le cadre de la PPR qui nous aide bien aussi sur la TEP. Quand vous n'avez pas d'aortite mais une PPR, nous, avec un contexte clinique qui nous va bien, ça peut nous suffire à retenir un Horton si les diagnostics différentiels sont écartés, évidemment. Le Horton, c'est grave. Le Horton, c'est urgent. Ça, c'est vraiment, de toutes les vascularites, c'est peut-être le Horton qui nous fait le plus peur, en fait, en termes de rapidité d'examen. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque ophtalmologique qui est important. On peut perdre un œil, voire les deux, voire faire un AVC sur un Horton, tant qu'on n'a pas commencé le traitement. Le traitement, donc, ce sont des corticoïdes 0,7 à 1 mg par kilo dans les formes neuro ou ophtalmologiques. On peut faire du métaux, du tocilizumab, mais c'est des traitements de deuxième intention à l'heure d'aujourd'hui. Et je vous ai mis la capture d'écran là, du PNDS révisé il y a 3 ans, donc qui dit qu'en cas d'atteinte ophtalmologique, on traite tout de suite, sans attendre, sans faire d'investigation, et après on réfléchit. Si on pense très fort à Horton, on traite tout de suite, sans attendre, si on ne peut pas avoir d'examen dans les 7 jours. Les 7 jours, c'est pour que ça cadre avec tout le monde,
mais clairement 7 jours, c'est un délai qui me semble long, hein. On pourrait discuter de mettre 3 jours au lieu de 16, disons 3 à 7 jours, mais au-delà, les examens perdent vraiment de la sensibilité. On va en parler un petit peu plus loin. Donc, selon le PNDS, vous voyez que le TEPSCAN au 18 FDG est un examen de deuxième intention. Très clairement, à l'heure d'aujourd'hui, le PNDS à 3 ans, il est en train de prendre une place prédominante. Moi, je ne crois pas que ça existe à Horton à qui je ne fasse pas une TEPSCANner au diagnostic, sauf si on n'a pas de place, mais en général, les collègues nucléaristes se débrouillent pour nous en trouver. Donc, c'est vraiment un examen qui est devenu fondamental. Je vous je vous montre sur la diapo d'après quelques éléments des critères de classification ELAR qui ont été publiés en 2022. J'ai mis les critères TEP, c'est pas vraiment des critères TEP, évidemment, c'est les critères d'imagerie qui cadrent bien avec ce qu'on peut trouver sur une TEP scan. Donc l'hypermétabolisme aortique ou des axillaires, des deux artères axillaires, est un critère TEP, entre guillemets, selon les critères ACR-ELAR. La sténose, l'occlusion, les anévrismes des axillaires également, donc que ce soit l'aorte ou les axillaires, l'hypermétabolisme ou les complications morphologiques sont des critères. C'est pas dans les critères, mais évidemment l'artérite temporale, on peut la trouver sur une TEP scan, avec une machine relativement récente, on peut trouver ça. Là, c'est un cas du service que j'ai mis en illustration avec le ABCD, donc c'est un angioscan, une IRM, une TEP et des images de fusion entre une IRM et la TEP. Comme vous le voyez, on voit une artérite temporale sur les trois modalités, hein, magnétique, scanographique et isotopique. Donc en fait, si on fait le focus et qu'on prend la peine de bien regarder les vaisseaux temporaux, on peut voir l'artérite. Donc c'est toujours intéressant pour documenter et étayer un dossier, un diagnostic. Je mets aussi le focus sur le petit triangle que vous voyez au-dessus, qui nous dit que avant J3, c'est bien, après, c'est beaucoup moins bien. Alors, entre J3 et J7, il y a une sorte de flou, on va dire, où c'est difficile de trancher. On sait qu'après J7 et a fortiori après J10, il y a zéro intérêt à la TEP. Hein, vraiment, la TEP, ça se négative vite. Autant la biopsie de l'artère temporale, on peut la garder pendant 15 jours, elle peut être positive après des corticoïdes. Autant une TEP après J3, J4, J5, c'est les seuls dossiers où je ne fais pas de TEP, c'est quand les généralistes ont commencé les corticoïdes avant de m'adresser les patients et que ça fait une semaine qu'ils sont sous corticoïdes. Souvent, je ne fais même pas la TEP parce que en fait, c'est trop tard déjà et je ne vais pas embêter les nucléaristes pour un examen qui reviendrait blanchi. Vraiment, le délai est hyper important dans cette maladie-là, le délai sous traitement. Un petit mot sur le TACA. Le TACA, c'est exceptionnel, hein. Le Horton, on en voit tous les mois. Le TACA, on en voit tous les ans et encore. C'est une maladie qui est très rare. C'est 2 pour 1 million. C'est plutôt des maladies qu'on voit en Asie, qu'on voit au Moyen, Proche-Orient, qu'on voit sur le pourtour méditerranéen, notamment l'Afrique du Nord. C'est des tableaux qui sont complètement différents. Ça touche vraiment la femme jeune, la femme jeune, la femme jeune. Ça n'existe pas un TACA après 50 ans, 55 ans pour certains, mais globalement, c'est toujours avant 50, 55 ans. C'est une maladie qui cible l'aorte et ses grosses branches, les branches cervicales, les branches brachiales, les branches destinées aux membres inférieurs. Et la petite variante par rapport à Horton, c'est qu'il y a vraiment les artères viscérales qui sont concernées, en particulier digestives et pulmonaires, hein, qui peuvent être concernées. Et qu'il y a des atteintes extravasculaires beaucoup plus fréquentes que dans l'Horton. L'Horton, c'est vraiment une maladie du gros vaisseau avec de la clinique qui s'y rapporte. Le TACA, on peut avoir des signes notamment cutanés qui sont de l'érythème noudeux ou des choses comme ça, qui sont complètement non vasculaires de manière directe. J'ai mis moins urgent que le Horton parce qu'en fait, le TACA, c'est très difficile d'aller dire sur une TEP scanner qu'il y a un TACA qui est très actif et qu'il faut se ruer sur les corticoïdes. Pourquoi? Parce que l'hypermétabolisme vasculaire, l'avidité pour l'isotope, pour le FDG sur une TEP, eh ben, ça ne veut pas dire que le vaisseau il est enflammé. Il y a une corrélation qui est mauvaise. Alors, il y a plein d'auteurs qui disent qu'elle est bonne, il y a plein d'auteurs qui disent qu'elle est mauvaise. Globalement, c'est assez variable d'un patient à l'autre et c'est difficile d'aller en tirer des messages qui marchent pour tout le monde. Donc, en pratique, on sait que pour retenir un TACA actif, il faut qu'on se base sur les critères cliniques, sur la biologie, avec l'inflammation notamment, et sur l'imagerie, et notamment sur l'évolution des imageries. Très clairement, si un patient a des lésions cibles qui apparaissent, ben forcément, là, on dira qu'il est actif. Ce sera un peu dommage, entre guillemets, parce que ce sera tardif, mais au moins, ce sera une preuve formelle qu'il est actif. Le traitement, c'est un peu comme l'Horton, c'est des corticoïdes avec
un intervalle de recommandation de posologie qui est plus vague, parce que c'est une maladie plus rare et moins documentée. On peut faire du métaux, on peut faire du TOSI. La petite spécificité, c'est qu'on peut faire de l'infliximab, des anti-TNF-alpha hors AMM, et qu'on ne traite que les TACA inflammatoires, un TACA qui est en phase froide et une sténose froide de Takayasu, il n'y a évidemment aucun intérêt à l'immunosupprimer. Pareil que pour l'Orton, je vous ai mis une petite capture d'écran du PNDS qui date de 2019. La TEP est vraiment au diagnostic intéressante pour voir l'inflammation de paroi vasculaire. Ce n'est pas forcément l'examen de première intention pour l'étude morphologique du vaisseau, mais évidemment, sur le diagnostic initial, c'est intéressant pour la prise de l'isotope sur la paroi. Je vous parlais tout à l'heure des manifestations cliniques extravasculaires du TACA. Là, je trouvais sympa cette publication-là de 2019 d'une équipe japonaise qui montrait que, alors évidemment, là sur les deux images que vous voyez, sur celle de gauche et sur celle de droite, on voit un hypermétabolisme de l'arche aortique qui correspond à la vascularité des gros vaisseaux. Ça n'a rien de bien nouveau. En revanche, sur une série qui a le mérite d'être relativement large, hein, c'est quand même 73 patients pour une maladie qui est rare, moins en Asie, mais qui est rare quand même chez nous. Il y avait quand même, de manière significative et statistique, il y avait un hypermétabolisme rachidien et un hypermétabolisme des thyroïdes, avec, quand on regarde le détail du papier, des thyroïdites biologiques parfois documentés, parfois non. Il n'y avait pas les données exhaustives, ça reste du rétrospectif. Mais en tout cas, voilà des petites choses en plus qui peuvent sortir. Une thyroïde qui flash, un squelette qui s'allume avec du gros vaisseau chez un patient de moins de 50 ans, ben, ça peut faire penser à du TACA, donc il faut y penser, surtout si le contexte clinique s'y prête. Dernière diapo sur les gros vaisseaux. Après, je vous assure, on passe aux plus petits vaisseaux, mais vous verrez, c'est moins intéressant, en tout cas moins systématique et validé. Ça, c'est un cas qu'on avait eu dans le service d'une patiente qui était vendue comme un Orton, qui avait 50 ans tout rond, hein, donc elle était à la frontière entre le TACA et le Orton, et elle avait juste une sténose inflammatoire de l'aorte, avec très symptomatique, avec une ischémie des membres inférieurs. Et en fait, cette dame, elle avait une sténose infectieuse. Elle a une sérologie coxyla-burnétique qui est revenue très élevée et à plusieurs reprises. Donc en fait, elle avait une fièvre Q, cette dame, avec une infection aortique, avec une atteinte aortique. Et forcément, les corticoïdes qui avaient été initiés au début ont marché un temps et puis ensuite, ça s'est aggravé. Et donc, c'est un tableau qui a la particularité d'être un tableau sténosant. En général, Nicolas vous en parlera un petit peu tout à l'heure, mais souvent, les images qu'on voit dans les infections, dans les aortites infectieuses, c'est plutôt des anévrismes ou des pseudo-anévrismes. Ce cas-là a la spécificité d'être sténosant, ce qui avait fait retenir initialement au radiologue et au nucléariste un Orton, en fait. Les moyens vaisseaux, un petit mot sur les moyens vaisseaux. Donc la périartériole noueuse ou la panartérite noueuse, c'est pareil. C'est donc une maladie qui est devenue très rare. Avant, on en voyait pas mal, enfin avant, dans les années 50, 60, on en voyait pas mal parce que c'était souvent lié à l'hépatite B, en fait, hein, une des périartérites noueuses secondaires. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant qu'on a presque éradiqué l'hépatite B, on en voit forcément moins. Donc on peut en voir de temps en temps. Il faut y penser chez les sujets hommes ou femmes, un peu plus chez les hommes, disent certains, autour de la cinquantaine, 40 à 60 ans. C'est des gens qui vont être fatigués, qui vont avoir volontiers des signes cutanés avec un livédo à racemosa, avec des nouures, avec parfois de l'érythème noueux même, avec des atteintes digestives, des appendicites inflammatoires, des orchites inflammatoires et de manière quasiment constante, des atteintes neuromusculaires avec des myalgies, voire des neuropathies périphériques, et de manière fréquente de l'HTA rénovasculaire par atteinte des artères rénales, qui sont des artères de moyen calibre. La lésion cible, donc, c'est les artères de moyen calibre avec des microanévrismes. C'est vraiment la vascularite par excellence qui donne des microanévrismes, alors qu'on ne voit pas hyper bien en TEP, évidemment, par rapport au pouvoir de résolution de l'examen, mais qu'on voit le gold standard reste l'angiographie, qu'on fait quand même de moins en moins. La peau, parfois, ça peut flasher un peu, hein, les nouures, ça peut être hypermétabolique. Et puis le muscle, qui est vraiment une aide précieuse dans la périartérite noueuse et qui a le mérite d'être suffisamment gros, entre guillemets, pour être visible par la TEP. Le traitement, c'est de la cortisone et de l'endoxan, du cyclophosphamide, donc des immunosuppresseurs qu'on connaît, rien de bien nouveau là non plus sur la thérapeutique. Et en fait, la TEP, elle n'est pas du tout validée. La TEP, on a des données dessus, mais c'est une maladie qui est devenue tellement rare qu'on a peu de cas
dans la littérature. Là, je vous ai mis une série rétrospective de 10 cas qui a le mérite d'être plutôt récente. Sur les 10 cas, on voit qu'il y avait quand même 7 cas qui avaient des atteintes musculaires, donc soit linéaires, soit focales, avec des hypermétabolismes. Donc, on a vraiment, vraiment l'impression que c'est une aide intéressante. C'est pas le sujet du jour, mais il y a des gens qui ont les mêmes études avec des biopsies musculaires un peu systématiques, où on voit des choses intéressantes dans le muscle. Donc, le muscle semble vraiment être un organe cible de la périartérite noueuse. Et comme je vous disais en introduction, c'est une maladie du moyen vaisseau, mais qui chevauche volontiers avec du gros vaisseau. Donc parfois, on a des prises des prix du FDG sur les gros vaisseaux. Dans cette série-là, c'était 4 patients sur 10, donc presque la moitié des patients qui avaient des images Horton-like ou Takayasu-like, mais qui devaient évidemment pas faire retenir à une vascularité des moyens vaisseaux, mais une périartérite noueuse au vu de l'ensemble du dossier. Un petit mot sur le Kawasaki, donc l'autre grande maladie des moyens vaisseaux. Donc ça, c'est une maladie vraiment pédiatrique qui prédomine, comme son nom l'indique, en Asie, notamment au Japon. C'est une maladie de l'enfant de moins de 5 ans, de 6 mois à 5 ans. Le tableau archétypique, c'est une fièvre de plus de 5 jours avec des ganglions et des éruptions cutanéo-muqueuses qu'on ne détaillera pas parce que ce n'est pas trop l'objet. Ça touche surtout les coronaires, c'est ça qui fait tout le pronostic de cette maladie. Et le risque donc, c'est l'anévrisme des coronaires, surtout si on diffère le traitement après J10, c'est là où on a vraiment des gros risques. Le traitement, c'est des immunoglobulines polyvalentes, parfois de la cortisone, mais chez les enfants en bas âge, évidemment, on n'aime pas trop. Et donc, je vous ai trouvé, ils ont fait un PNDS l'année dernière sur le Kawasaki qui positionne très clairement la tête comme un examen excessivement peu utilisé, une place minime dans le dépistage de l'ischémie inductible, sachant qu'il y a d'autres façons d'explorer l'ischémie inductible et que ce n'est pas forcément la tête qui sort en première intention en tant qu'examen irradiant chez l'enfant. Donc voilà, on en a parlé, mais ce n'est pas trop une maladie du nucléariste finalement. Les petits vaisseaux, je ne vais pas m'attarder beaucoup, à part sur les ANCA, parce que les vascularites associées aux ANCA restent des vascularites qui peuvent plaire, entre guillemets, aux nucléaristes. Donc, on a 3 grands types de vascularites associées aux ANCA. La granulomatose avec polyangélite, ex-maladie de Wegener, la polyangélite microscopique et la granulomatose éosinophilique avec polyangélite, ex-maladie de Churg-Strauss. Les 3, comme vous pouvez le voir, sont vraiment pas très fréquentes. Le Churg, c'est vraiment exceptionnel. Et le Wegener et la polyangine microscopique, on en voit de temps en temps. Les tableaux typiques, c'est le sujet autour de 50 ans qui va avoir une vascularité vraiment des petits vaisseaux, donc qui va avoir une glomérulonéphrite, qui va avoir une atteinte à type de sinusite chronique, qui va avoir une atteinte pulmonaire avec notamment dans le Wegener, une atteinte très typique de nodules troués, avec des nodules plus ou moins troués au niveau des 2 poumons. Dans la polyangite microscopique, c'est plutôt des hémorragies intraalvéolaires. Dans le Churg, c'est parfois des infiltrats interstitiels envers des polyps. Une atteinte cutanée à type de purpura, en général, plutôt, pas des nouures comme on peut voir dans les moyens vaisseaux. L'atteinte cardiaque concerne surtout le Churg, on peut avoir des myocardites, effectivement, souvent liées aux éosinophiles, en fait, plus qu'à la vascularite des petits vaisseaux. C'est une maladie un peu à part, le Churg. Les atteintes digestives et neurologiques sont plus rares, mais font la gravité de cette maladie, surtout les atteintes neurologiques centrales. Ça peut donner des multinévrites ou des atteintes centrales. Le traitement, c'est de la bonne vieille cortisone, comme on connaît, mais on fait quand même des choses un peu plus intelligentes dans ces vascularites-là, puisqu'il y a maintenant les anti-CD20 qui ont pris un positionnement vraiment très important. Et dans la GEPA, dans la granulose éosinophilique avec polyangite, il y a maintenant des données sur les anti-interleukine 5, le mépolizumab, qui devient validé, mais vraiment pour la composante éosinophilique. Ce n'est pas l'objet du jour, je ne m'étends pas là-dessus. Juste pour vous remettre une petite slide sur le PNDS, donc PNDS vascularite nécrosante, qui comprend les vascularites associées aux ANCA. Pas de place validée dans la TEP dans ce type de maladie. Néanmoins, voilà, probablement un intérêt, notamment dans l'atteinte cardiaque, probablement dans les pseudo-tumeurs orbitaires qu'on peut voir dans le Wegener, mais en tout cas, rien de validé. Une série qui maintenant est un peu ancienne, enfin une revue de la littérature qui avait été faite par l'équipe de Soussan et compagnie, qui est l'équipe parisienne en fait du groupe d'études français des vascularites, qui retenait qu'il n'y avait pas un bénéfice vraiment important à la TEP dans ces maladies-là, mais qu'on avait quand même un intérêt pour aller dépister des topographies pulmonaires, sinusiennes, cardiaques et rénales, des granulomes, notamment du Wegener, puisque le Wegener est une vasculite vraiment granulomateuse.
donc pour cartographier la maladie. Après, l'intérêt de cartographier la maladie est quand même discutable, puisque ça ne change pas grand-chose en termes de traitement. Là, donc, ce sont deux images à gauche et à droite, respectivement une atteinte à gauche bronchique et une atteinte également au niveau trachéal. On a également à droite une atteinte rénale que l'on voit bien, qui est hypermétabolique. Bon, voilà, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'une TEP scanner quand la protéinurie est à 3 grammes et qu'il y a une hématurie macroscopique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être vu sur une TEP scanner. Si on ne vous oriente pas bien, des images comme ça peuvent faire penser à un VGNR. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut l'avoir à l'esprit. Les autres vascularites des petits vaisseaux, je ne m'attarde pas, mais juste un mot sur la cryo. La cryo, je passe sur les mécanismes, c'est une maladie compliquée, la cryo. Il n'y a jamais besoin, en gros, d'avoir une TEP dans une cryo. C'est des petits vaisseaux, il n'y a rien qui flash, il n'y a pas de granulome. La seule chose, c'est que ce sont des maladies qui sont fréquemment associées aux hémopathies malignes. Donc, en fait, dans la cryo, la TEP a une place, et d'ailleurs, c'est ce que dit le PNDS, qui est celui date de 2021, a une place dans le bilan étiologique de l'hémopathie. Donc, en gros, le clinicien vous dira: dis-moi s'il y a du lymphome sous-jacent, mais il ne vous dira pas, dis-moi s'il y a de la vascularite. Comme toute vascularite des petits vaisseaux, vous pouvez tomber sur une hémorragie intra-alvéolaire sur la partie scanner, pas forcément sur la partie TEP, mais ce n'est pas un très bon examen pour cette vascularite-là. Dernier calibre, les vaisseaux variables. Donc, c'est essentiellement la maladie de B7, pas seulement, mais on ne parlera pas des maladies de Kogan et des maladies exceptionnelles qui peuvent aussi être des vaisseaux de calibre variable. Le B7, c'est une maladie rare. L'incidence est très difficile à déterminer parce que ça dépend vraiment de quel endroit du globe on se trouve. C'est souvent des gens plutôt originaires d'Afrique du Nord ou de Turquie. C'est des tableaux plutôt sujets jeunes, entre l'adolescence et la quarantaine. C'est des gens qui quasiment constamment vont avoir une aphthose classiquement bipolaire, mais au moins buccale, parfois génitale, des lésions cutanées à type de pseudofolliculite, à type d'érythème noueux, et des uvéites dans les choses classiques. Après, on a des angio-B7, vraiment des formes vasculaires dont on va parler juste après, des atteintes neurologiques qui sont heureusement rares mais très graves. Traitement de base, colchicine en première intention, et quand il y a des atteintes graves, les immunosuppresseurs et la cortisone. Alors, toujours pareil, petite référence au PNDS, pas d'exploration standardisée dans la maladie B7, ça reste un diagnostic clinique, le B7. C'est l'histoire du patient, l'examen du patient, l'exclusion des diagnostics différentiels. On n'aura jamais besoin d'un nucléariste pour dire B7, pas B7. En revanche, on aura besoin d'un nucléariste, surtout dans les formes d'angio B7, dans les formes vasculaires, où ces espèces d'aftes en fait, que les gens ont dans la bouche et au niveau génital, ils peuvent avoir les mêmes sur les artères, avoir des aftes artérielles et faire des pseudo-anévrismes. Ça, c'est une lésion très classique du B7, c'est l'image de gauche, où vous voyez des pseudo-anévrismes de l'aorte ascendante, de l'aorte abdominale, pardon, qui est entre les deux, en dessous des deux reins, de l'artère fémorale commune à droite et de la sous-clave droite. Donc ça, pour le coup, un angio B7, il y a un vrai intérêt à faire des TEP pour voir les complications vasculaires. Au milieu, vous voyez des hypermétabolismes, plutôt des gros vaisseaux qui ne sont pas associés à des anévrismes, juste des hypermétabolismes de parois. Et à droite, vous revoyez des anévrismes de l'artère pulmonaire, c'est l'atteinte la plus grave de l'angio B7, avec une atteinte des artères pulmonaires qui peut parfois se compliquer de complications dramatiques et létales. Donc, un intérêt sur l'angio B7, le B7 classique qui a l'uvéite et les aftes, je ne suis pas sûr qu'il va y faire des TEP à tout le monde, mais pour l'angio B7, vraiment, on va dire une petite niche intéressante. Les attentes du clinicien, bon, ça c'est la partie où je vais insister un peu. Alors le délai, hein, évidemment le délai, c'est le nerf de la guerre quand on demande des examens au quotidien. Le seul message d'urgence que je donnerai sur toutes les vascularites, c'est le Horton. Moi, quand j'ai un Horton, je sais que si je le traite trop tard et qu'il perd un œil, le patient va m'en vouloir, et il aura raison. Donc on est toujours mis devant la dualité, à attendre pour ne pas fausser les examens ou traiter pour ne pas perdre un œil. C'est parfois des situations qui sont très délicates et parfois on ne fait pas d'examen intéressant parce qu'on fait directement la biopsie de l'artère temporale parce qu'on a perdu trop de temps à traiter le patient.
Enfin, on a perdu trop de temps sous traitement plutôt avant de faire l'examen. Donc moi, j'essaie dans le maximum des cas d'attendre pour traiter et j'explique au patient que s'il a le moindre flou visuel, il m'appelle et qu'on lui fait des bolus de corticoïdes. J'ai la chance d'avoir une équipe pas loin à Libourne qui nous donne des super délais pour faire les TEP scans. Donc en général, on peut le faire. Tout le monde n'a pas cette chance-là, donc je fais passer le message sur les différents sites. Le Horton, c'est une vraie urgence clinique, enfin diagnostique et thérapeutique. Les attentes du clinicien, pour les vascularites, tout confondu, évidemment du diagnostic, l'hypermétabolisme vasculaire, que ce soit les gros ou les moyens vaisseaux, c'est un élément très fort. Les lésions associées, on a parlé de la PPR dans la moitié des cas pour le Horton, le TACA avec ses lésions osseuses, avec les thyroïdites, les vascularites associées aux ANCA, vous verrez jamais un tout petit vaisseau qui prend le FDG. En revanche, vous pourrez voir les granulomes, donc ça peut indirectement orienter. Les myosites, on a ces atteintes musculaires, la périartérite noueuse, pardon, on a ces atteintes musculaires et parfois cutanées qui peuvent aider. Donc voilà, chaque vascularite peut avoir ses lésions associées propres qui peuvent mettre sur la voie sans être spécifiques, bien sûr. On va chercher les complications vasculaires, hein, c'était la diapo sur le B7, vraiment les anévrismes, les dilatations, les dissections, les thromboses, parfois les infarctus, surtout la périartérite noueuse avec les infarctus rénaux, mais on a en général un angioscan suffit, mais la TEP peut être intéressante. Et pour les petits vaisseaux, c'est plus anecdotique, mais les myocardites et les hémorragies intra-alvéolaires peuvent être vues, mais c'est plus anecdotique, encore une fois. Les diagnostics différentiels, ça j'insiste dessus, je vous ai mis une image tout à l'heure sur la fièvre Q qui est décédée, hein, pour la petite histoire, c'est une dame dont le diagnostic a été fait trop tard et en fait c'était trop tard, elle est décédée cette patiente. Donc vraiment une vascularite peut être infectieuse, une vascularite, le message clé qu'on m'a appris depuis que je suis interne de premier semestre c'est qu'une vascularite est une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Donc moi, systématiquement, quand j'ai le temps de le faire, je fais un régime aglucidique strict pendant 24 heures avant d'envoyer les gens à la TEP pour avoir une analyse de l'endocarde. Donc vraiment, les cliniciens, normalement, pensent à faire des hémocultures à toute vascularite, mais on a déjà eu des histoires de chasse. Donc traquer l'infection. L'hémopathie, j'en parle un peu parce que on peut avoir des lymphomes, notamment des lymphomes intravasculaires, qui sont des entités rarissimes, on en voit de temps en temps, mais qui se présentent comme des vascularites, qui ne se voient pas à la tête, donc ça ne va pas nous aider beaucoup, à part une rate un peu métabolique éventuellement. Et parfois des lésions cérébrales, mais la TEP est quand même pas le meilleur examen pour ça. Les syndromes prolifératifs, parfois, mais j'en parle pas trop. Le VEXAS, qui est une entité relativement nouvelle, qui a été décrite il y a à peu près 2 ans, sur une vascularite des gros vaisseaux avec une moelle qui flash vraiment, qui est un peu suspecte, avec une rate. On peut se poser la question du VEXAS. Après, c'est un TAC fourre-tout qui sera sans doute démembré dans les années qui viennent, donc c'est difficile de faire un topo sur le VEXAS parce que c'est pas forcément l'objet et qu'on pourrait y passer des heures. Et les cancers solides, bien sûr, il y a des vascularites paranéoplasiques. Donc, et puis évidemment, si on met le patient sous immunosuppresseur, on sera content de savoir s'il y avait un cancer sous-jacent à côté. Dernière attente du clinicien, le bilan préthérapeutique. La TEP n'est évidemment pas un examen préthérapeutique, mais peut nous aider. Si vous voyez des fractures osseuses, forcément, les patients qui vont passer 18 mois sous corticoïdes, on est content de le savoir. Si vous voyez des énormes plaques d'athérome, c'est pareil. Si vous voyez des lésions pulmonaires avant qu'on sorte du méthotrexate ou des choses comme ça, de manière un peu moins connue, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, les diverticules, vraiment, en fait, c'est un effet secondaire que finalement pas grand monde connaît, pas grand monde qui n'utilise pas le tocilizumab, mais les anti-interleukine 6, comme le tocilizumab, qui est de plus en plus utilisé dans les vascularites, ont pour effet secondaire de pouvoir donner des diverticulites, voire des perforations diverticulaires. Donc si vous voyez des diverticules partout qui s'allument un peu sur la tête, on est toujours content de le savoir. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai recusé une patiente aussi parce que le nucléariste m'a dit attention, plein de diverticules, vraiment, ça s'allume un peu. Et c'est une patiente que j'ai mise sous méthotrexate au lieu de la mettre sous Tossi à cause de ça. Et ma dernière diapo, après je ne vous embête pas plus, pardon, ma dernière diapo, les TECOM, donc le Horton est une urgence, ça je pense que je l'ai dit en long, en large, en travers. Après J3, on a quand même beaucoup moins d'intérêt à le faire. Des vascularites très différentes sur des terrains très différents. Vous ne direz jamais un Horton à un patient de 30 ans, vous ne direz jamais un Takayasu à une femme de 90 ans. Donc vraiment, le terrain et l'orientation clinique du clinicien doit vous aider aussi à conclure, ou en tout cas à avoir une orientation diagnostique préférentielle vers une des vascularites. Donc voilà, ça c'est notre boulot de bien vous renseigner les demandes. Et les complications vasculaires,
on a l'hypermétabolisme, certes, mais bien de nous décrire les sténoses, les occlusions, les anévrismes, les dissections, ça peut être intéressant. Je n'ai parlé que de la TEP et j'ai fait exprès, Nicolas vous en parlera peut-être un petit peu, mais j'ai fait exprès de ne vous parler que au diagnostic. Il y a un grand débat sur la TEP scanner dans le suivi des vascularites, notamment du Horton. Évidemment, il y a un intérêt parfois, quand il y a une aortite, il est prouvé que les gens qui ont une aortite importante dans un Horton ont plus de risques de faire des complications morphologiques vasculaires, donc de faire des anévrismes notamment. Donc, quand les complications vasculaires ne sont pas présentes initialement, on peut les avoir dans un second temps. Donc, à avoir à l'esprit même sur du suivi, pour ceux qui font du suivi en tête. Et les alternatives diagnostiques, les infections, les cancers, à traquer. Une vascularite est une vascularite si on a écarté le reste. Et si le clinicien n'y a pas pensé, on sera content d'avoir un nucléariste qui a pensé pour lui. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je pense qu'on fera les questions à la fin, après le topo de Nicolas. Eh ben, super, ben, je prends la suite alors. Merci beaucoup Guillaume, c'était super intéressant. Un super apport clinique sur vraiment la vision clinique des choses. Alors attends, je partage mon écran. Hop, en espérant que ça marche. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Nickel. Hop, on bascule sur le diaporama. Est-ce que ça s'affiche correctement? Oui. Bon. Eh bien, nickel, on peut y aller. Donc voilà, moi je vais vraiment présenter le côté point de vue du médecin nucléaire. On a vu ce que l'interniste et les cliniciens attendent de l'examen. Et là, ça va être ce qu'on doit leur apporter quand c'est structuré déjà. Et après, ce qu'on doit aussi ce qu'on peut leur apporter alors qu'ils ne s'y attendent pas. Donc, petite introduction. Je vais faire l'état des lieux des recommandations. Un peu des éléments pratiques sur l'Orton, le Takayasu, les autres vascularites, ce que j'ai classé après dans les non-vascularites, deux cas cliniques et une conclusion. Donc, le FDG, quand c'est arrivé, s'était présenté comme étant quelque chose avec un défaut. C'était un traceur du cancer, mais qui n'était pas spécifique, parce qu'il pouvait fixer les macrophages, les granulocytes. C'était considéré comme un défaut, mais en fait, non. Si on considère que c'est un traceur de l'inflammation, et qu'on voit l'inflammation où qu'elle soit, eh bien, c'est une force. Et ça s'est confirmé avec le temps. Et la TEP inflammatoire a vraiment pris un rôle important. Moi, je sais que nous, tous les jours, on a 2 ou 3 minimum examens au ronco avec des rhumatismes inflammatoires, des endocardites, des vascularites. Ça devient vraiment quelque chose de prépondérant. Alors, ça a bien pris sa place dans les gros vaisseaux, comme Guillaume l'a très bien montré, mais maintenant, avec l'arrivée des TEP numériques, avec une résolution beaucoup plus fine, notre résolution va nous permettre d'aborder les moyens vaisseaux et voire même les petits vaisseaux. Mais là, c'est un domaine de la médecine nucléaire qui est encore complètement à défricher. Donc, pour pouvoir le prendre en main, il faut d'abord qu'on structure les pratiques et qu'on forme les praticiens, et c'est le sens de cette information, de cette intervention de ce soir. Alors, l'état de l'art, c'est vraiment bien cadré, et ça fait un moment que le NM fait des recommandations sur un peu tous les pans d'activité de la médecine nucléaire, et notamment les recommandations sur les vascularites des gros vaisseaux et les PPR, hein, ça date que de 2018. Moi je recommande à tout le monde de le lire, c'est pas très long, et c'est vraiment un mode d'emploi très complet avec voilà, tout ce qu'il y a à faire. Donc un jeûne de 6 heures. Dès qu'on peut suspecter une atteinte vasculaire, donc comme l'a dit un peu Guillaume, c'est dans tous les cas, si on considère que c'est une endocardite jusqu'à preuve du contraire, eh ben, on fait un régime cardio. Donc régime cardio, c'est un régime riche en acides gras pendant 12 à 24 heures, un jeûne plus long que pour une TEP normale, au moins 12 voire 18 heures, et ce qui marche aussi très très bien et qui est très peu utilisé, c'est dommage, c'est un bolus d'HBPM un quart d'heure avant l'examen. Ça va faire vachement augmenter le taux d'acide gras circulant, je crois que c'est x4 ou x5, et ça va vraiment éteindre la fixation physiologique du cœur. Il faut que le patient soit en normoglycémie, forcément, et il y a le problème des corticoïdes. Donc, idéalement, il faut les retirer. La tête doit être faite hors corticothérapie. On sait que ce n'est pas toujours faisable. Et sinon, il faut que ce soit fait dans les 3 jours après l'initiation du traitement.
Donc, je pense qu'il va falloir qu'on fasse des filières orthones, qu'on s'arrange avec les internistes et qu'on dise, dès que tu as un orthone avec atteinte vertébrale, tu nous l'envoies et nous, on le fait comme on ferait un triple négatif super agressif, comme on ferait une suspicion de burkitte avant biopsie ou quoi que ce soit, ou avant chimio de sauvetage. On le fait. On le fait dans les 2-3 jours, on déprogramme quelqu'un, on le rajoute, on a des créneaux. Il faut vraiment qu'on se structure dans ce sens-là. Ce qui est recommandé comme acquisition, c'est des corps entiers. Et effectivement, après, la question se pose en dessous des genoux. Mais moi, maintenant, je fais bras le long du corps dans ces cas-là. Pour avoir au moins, et aussi avoir les genoux. Alors, les genoux, c'est pour avoir les cuisses, pour avoir les muscles des cuisses, pour bien voir le signe du bœuf de Kobe, là, dont je parlerai plus loin. Et les mains, c'est qu'en fait, il y a la PPR, mais il y a aussi ce qu'on est en train de voir un peu, c'est le RS3PE. C'est une espèce de PPR périphérique. Ou alors des atteintes périphériques de la PPR. Il y a un chevauchement là-dessus, c'est encore un domaine à découvrir. Il préconise plutôt un scanner non injecté de faible dose. Donc voilà. En gros, corps entier, bras le long du corps avec scan low dose, on croirait que c'est un protocole qui a été fait par des Parisiens. Pour ce qui est de l'interprétation, c'est aussi tout à fait cadré. Donc c'est en gros comme un Deauville, mais de 0 à 3 et pas de 1 à 5. Donc 0, pas de fixation, c'est-à-dire qu'on ne voit pas plus de fixation que le bruit de fond vasculaire. Ensuite, fixation faible, c'est supérieur au bruit de fond vasculaire, mais inférieur au foie. Égal au foie, c'est fixation intermédiaire. Et fixation élevée, c'est supérieur au foie. Il faut être très attentif à être sûr qu'il n'y ait pas une corticothérapie sous-jacente, parce que la corticothérapie, ça va diminuer la fixation des lésions, mais en plus, la corticothérapie augmente le bruit de fond hépatique. Donc, ça va doublement fausser l'interprétation. Donc, on considère que si on voit une lésion de score 2, c'est une vascularité des gros vaisseaux possible. De score 3, c'est une vascularité des gros vaisseaux formelle. Certains utilisent ou professent le score vasculaire total, en notant de 0 à 3 l'atteinte sur 7 régions vasculaires, aorte thoracique, aorte abdo, les sous-clavières, les axillaires, les carotides, les iliaques, les fémorales. C'est très bien pour faire un travail de thèse, mais au quotidien, c'est quand même pas très très utile. Hein. Nous, ce qu'on demande, c'est des atteintes on-off et complications. Donc, il faut chercher s'il y a des signes de PPR, hein, parce que ça va donner du poids aussi au diagnostic et ça va également aider à prendre en charge la douleur. Certains proposent des méthodes semi-quantitatives, mais c'est pas vraiment validé. Il n'y a pas de référence. Donc voilà, c'est un petit résumé. Je ne reprends pas. Donc toujours dans les mêmes recos, ils nous disent que la TEP FDG est positive, peut-être positive, même en cas de BAT. Un BAT, c'est à peu près 40% de sensibilité. Hein. Peut-être que Guillaume corrigera. L'échographie ou l'IRM, c'est meilleur pour le Horton que pour le Takayasu. Après, il posait la question de est-ce qu'on injecte du produit de contraste? Parce que voilà, ce qui était recommandé, c'est du scan low dose non injecté. Après, est-ce qu'on met du produit de contraste? Alors la discussion, c'était quitte à faire du produit de contraste, ce qui peut vraiment apporter quelque chose, c'est faire un vrai angioscanner. Coupe fine, synchronisé ECG avec suivi de bolus. Tout ça, c'est que des trucs qu'on peut faire avec nos scanners modernes. Hein. Alors peut-être pas la synchro ECG, ça peut être des options, mais le suivi de bolus, c'est en standard sur la MCT, les coupes fines. Donc là, si on fait un angioscan, ça peut apporter quelque chose au niveau des sténoses, au niveau des complications, mais juste faire un portal pour faire un portal, c'est pas forcément utile. D'autant plus que l'angioscan de bonne qualité, ça peut aider s'il y a des difficultés diagnostiques, mais ce qu'il n'y a pas souvent, entre la vascularite, qui va être une atteinte plutôt circonférentielle, et l'athérosclérose, qui va être des atteintes assez focales. Les critères TDM d'aortite et de vascularite globalement, c'est un épaississement pariétal circonférentiel de 2-3 mm minimum d'épaisseur, avec un rehaussement adventitiel et sous-adventitiel. L'angioscan permet notamment de détecter tout ce qui est symptomatique et qui peut nécessiter une prise en charge urgente, notamment les sténoses, les anévrismes et les dissections. Mais ça, anévrisme et dissection, c'est plus sur des orthones un peu vieillis.
Donc pour l'instant, c'est prometteur, mais il n'y a pas assez d'éléments pour la recommander systématiquement. Après, sachant qu'avec le white paper sur l'utilisation du scan en médecine nucléaire, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Voilà quelques petits exemples d'aortite. Donc, on voit un épaississement, la prise de contraste qui est centripète, et voilà, quelque chose de circonférentiel, pas très épais. En général, l'épaississement est beaucoup plus marqué dans la maladie de Takayasu. Ensuite, on a les recommandations européennes de l'ELAR, donc de la Société de Rhumato, qui sont sorties il y a 3 semaines et qui ont voilà, une mise à jour par rapport à celle qui était pourtant assez récente, avec le rôle de chaque moyen d'imagerie. Donc, en gros, le premier moyen d'imagerie utilisé pour le Horton, c'est l'écho des artères crâniennes. Mais on peut aussi utiliser l'IRM ou le FDG, donc ça c'est ligne 2. Pour l'atteinte extra-crânienne, c'est le premier examen indiqué, c'est la tête. Donc on est sur l'indication standard, hein, c'est l'indication systématique, avec, sinon ça peut être IRM ou angioscan. Pour ce qui est du Takayasu, pour l'atteinte artérielle, on est plus sur de l'IRM en première intention et FDG en seconde intention. Et en cas de suspicion de récidive ou d'évolution sous traitement, on peut faire en première ligne TEP, du moins écho-TEP ou IRM. Il n'y a pas d'indication à faire de l'imagerie de surveillance chez des gens qui se plaignent de rien. Dans le guide du bon usage des examens d'imagerie médicale, la TEP est tout à fait indiquée dans le diagnostic et le bilan initial avant traitement des vascularites des moyens et gros troncs artériels. Et c'est aussi indiqué chez les patients qui ont une fièvre ou un syndrome inflammatoire au long cours inexpliqué. Et c'est aussi indiqué pour le suivi thérapeutique des lésions initialement fixantes avant traitement. Donc là, il n'y a aucune discussion sur la place de cet examen. Alors, qu'est-ce qui est encore un peu flou ou qui peut être amélioré dans l'état de l'art? C'est l'absence de critères d'interprétation formels pour la TEP-FDG couplée à l'angioscan, et également aussi pour l'évaluation sous traitement. Les seuils de positivité sont difficiles à définir parce que, comme on disait, on a des gens qui ont un Horton connu, qui sont sous corticothérapie. On n'arrête pas forcément la corticothérapie, ou alors si ça permet, on peut faire une fenêtre de 15 jours, mais voir un peu le risque que ça fait courir. Donc pour l'instant, c'est encore un peu flou, c'est un peu à l'œil, un peu à la... Voilà, à mon avis, si on voit des vaisseaux qui fixent significativement, même si ce n'est pas super intense, chez quelqu'un qui est sous corticothérapie, moi, je considère que c'est évolutif sous traitement. Après, voilà, il n'y a pas encore de consensus scientifique dessus. Moi, ensuite, c'est un avis personnel. Je trouve qu'on ne prend pas assez en compte l'atteinte vertébrale. Les artères vertébrales, c'est des artères qui sont quand même assez souvent atteintes et qui sont associées à un risque indépendant d'AVC vertébro-basilaire. Et c'est la première cause de mortalité du Horton. Parce que perdre un œil, c'est quelque chose. Mourir, c'est plutôt pire. Donc là-dessus, je pense qu'il faudrait qu'on prenne plus en compte l'atteinte vertébrale. Et pourquoi ce n'est pas assez pris en compte? C'est parce que c'est des artères qui sont difficiles à voir et qu'il faut vraiment aller rechercher activement. Et ça, je vais en parler après. Donc on parle surtout d'atteinte des gros vaisseaux, alors que la maladie d'Horton et la maladie de Takayasu sont des vascularites des gros et des moyens vaisseaux. C'est ce qu'on disait, il y a du chevauchement. Donc, notamment en Horton, moi j'ai tendance à voir des maladies de Horton avec des atteintes très périphériques et qui se comportent, qui n'ont pas du tout la même fixation que les Horton proximaux, hein, aortiques. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des patterns différents. On sait qu'il y a des patterns différents sur l'anapathe. Il y a aussi des patterns TEP. Ce n'est pas impossible que dans quelques années, on reclasse différemment les Horton pour différencier ces types de présentations. Voilà, donc le chevauchement dont Guillaume parlait. Voilà, sachant qu'on dit que c'est gros jusqu'à ce que ce soit une branche de la... Donc, gros, c'est l'aorte et ses branches principales. Moyen, c'est les branches secondaires. Et après, ça devient petit. Mais par exemple, l'artère temporale, c'est une branche de l'artère carotide externe. Donc, qui est déjà une subdivision. Donc, voilà, il y a vraiment un chevauchement.
Voilà, quelques petits éléments pratiques. Alors, dans quelle situation on est amené à rencontrer la maladie de Horton? Ben, il y a quand on la cherche, donc en cas de suspicion clinique de maladie de Horton. Il y a quand on y pense, donc dans les bilans de fièvre d'origine inconnue, l'altération de l'état général, les syndromes inflammatoires biologiques, les bons dossiers de médecine interne qui font plaisir. Quand on fait des bilans de PPR, hein, où on va forcément la chercher vu qu'elle est associée, mais elle peut être très bien complètement fortuite, de découverte complètement fortuite. Et on a vu aussi des Horton immuno-induits, donc liés au niveau, au Pimbro, voilà, tous les, ah mince, les anti-PD-1, PD-L1, tout ça, ça peut donner les Horton immuno-induits. Pour les critères d'interprétation, eh bien, tout ça, c'est cadré par les recos EANM, avec adapter les seuils si le patient est sous cortico. Euh, donc voilà, pour reconnaître une maladie de Horton sur un examen, en général, c'est quand même assez flagrant. C'est des vascularites avec une atteinte circonférentielle et segmentaire. On peut très bien avoir une atteinte isolée d'une ou de quelques artères. Il faut vraiment tout regarder. Et il ne faut pas éliminer l'Horton parce qu'il n'y a pas d'atteinte aortique. L'atteinte aortique, elle est inconstante. C'est environ 30-40% des cas. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'atteinte aortique, ça n'élimine pas du tout le Horton, bien au contraire. Et donc, on va être vraiment sur des atteintes de. Donc, ça, c'est deux exemples qui m'ont été donnés la semaine dernière, hein, un de Strasbourg, donc du docteur Vagne, et un du docteur Delcourt à Marseille. Et c'est pour montrer des aspects typiques de Horton, mais aussi l'hétérogénéité des patterns. Donc là, on voit qu'on a une fixation un peu hétérogène avec des plages d'artères saines de la horte, des sous-clavières, l'orignès huméral, les fémorales. Et à côté, on a un patient qui a aussi un Horton, mais qui cette fois-ci a une atteinte des perforantes. Donc un Horton qui atteint le degré en dessous des artères. Alors, en trucs et astuces à retenir, moi, je veux vraiment insister sur les artères vertébrales. Les artères vertébrales, c'est quelque chose qui passe à travers, qui n'est pas assez reporté, et alors que ça se voit très bien si on le cherche. Donc, pourquoi est-ce que c'est sous-rapporté l'atteinte des vertébrales, alors que c'est vraiment un risque indépendant d'AVC vértébro-basilaire? C'est qu'en fait, les vertébrales, elles vont cheminer dans les foramens autour de part et d'autre du rachis cervical, avant de faire le tour de C1 et de passer dans le foramen magnum. Et en fait, sur une grande partie de leur trajet, elles sont juste en arrière du muscle long du cou, qui fixe de façon assez physiologique assez souvent. Donc, on ne le regarde pas. Et comme c'est entouré de l'os, avec un peu d'activité médulaire inflammatoire, ça peut passer inaperçu. Sauf la personne où ça se voit bien, c'est le segment V3 des vertébrales. C'est le moment où elle s'écarte du rachis, elle contourne les massifs latéraux de C1 et elle rentre dans le foramen magnum. Et à ce moment-là, c'est parallèle au plan de coupe et ça fait une forme de moustache en bicyclette. Donc moi, j'appelle ça le signe de la moustache de François Ferdinand. J'aime bien donner des noms de signes à la con, ça, en général, ça reste. Donc faire attention à ne pas survendre des vascularites quand c'est juste lié à de la surcorrection sur la stage du bolus d'injection si on n'a pas assez rincé. Il faut bien regarder les complications vasculaires si on fait des injections de PDC. Faire attention, si on voit un métabolisme segmentaire digestif, il faut penser à des problèmes d'ischémie mésentérique, de colite, sachant que c'est rarement avec le Horton quand même. Les atteintes viscérales, c'est plus sur les Takayasu. Mais bon, on peut y être confronté, donc il faut y penser. Donc là, pour illustrer ce qui est très important, donc le signe de la moustache de François Ferdinand, hein, une belle moustache en bicyclette, ambiance 19e. Donc là, c'est vraiment, on est sur la hauteur de l'odontoïde, donc là, c'est C1, et en fait, la vertèbre sort de son trajet foraminal, fait le tour et vient passer dans le foramen magnum pour devenir le V4. Et ça, c'est vraiment un aspect ultra typique, ultra spécifique, qui doit jamais, jamais, jamais être raté parce que c'est vraiment très important, à mon sens. Ça n'apparaît pas dans les scores cliniques pour l'instant, mais il ne faut jamais oublier que les scores, hein, toutes les recommandations ont toujours 10 ans de retard par rapport à la pratique. Donc là, il faut devancer ça. Le Takayasu, donc comme Guillaume l'a bien expliqué, c'est très différent. En général, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait que c'est un Takayasu, c'est une tête de Takayasu.
Voilà, c'est pas très très compliqué. C'est des atteintes qui vont être vraiment, alors je crois que j'ai un exemple derrière. Voilà, c'est des atteintes qui vont être vraiment homogènes, centrées sur l'aorte et sur ses branches. Il peut y avoir des atteintes des artères pulmonaires. Donc on est vraiment sur quelque chose de proximal et continu. Et en gros, une bonne image, c'est que le Horton, c'est quelque chose qui va ressembler un peu à la maladie de Crohn. Donc la maladie de Crohn, ça va être une atteinte plurisegmentaire diffuse, avec des atteintes qui peuvent être assez longues malgré tout. Et la maladie de Takayasu, ça va plus ressembler à une rectocolite hémorragique, donc une atteinte continue basée sur un point de départ. Ensuite, sur le plan du scan, il y a des différences quand même entre le Takayasu et le Horton. Le Takayasu donne des épaississements qui sont quand même vachement plus marqués. C'est une maladie qui évolue un peu en général. Il y a des phases un peu inaugurales qui peuvent, si t'es pas chopé à temps, ça peut rester un peu parlé petit à petit et donner des épaissements plus importants, donner des débuts d'anévrisme, des choses comme ça, des complications vasculaires. Donc ensuite, les autres vascularites, et c'est là où c'est très très intéressant à mon sens, et c'est parce que tout est à faire pour qui a envie. En fait, les artérites, la TEP pour les artérites de moyen calibre, de petit calibre ou variable, ça existe effectivement que dans le domaine des case reports, des histoires de chasse. Et pourquoi? Eh bien, parce que jusqu'à présent, on ne les voyait pas. On ne les voyait pas parce que la résolution des équipements ne permettait pas de les observer, tout simplement. On était sur des largeurs à mi-hauteur de 8 mm. Ben, c'est des vaisseaux qui en font 3, ben, c'est pas possible. Sauf que maintenant, on va les voir. Même les nouvelles générations de TEP non numériques, moi j'ai vu une vraie différence quand on est passé du biographe au MCT en 2019. Et là, avec les visions, les choses comme ça, c'est encore un gain. Et donc, on va voir des choses qu'on ne voyait pas. Mais c'est la logique des choses. Je veux dire, à la base, quand on regarde les bouquins de médecine interne, la maladie de Horton, c'est décrit comme une artérite externe, une artérite carotidienne externe. Et on fait une BAT. Pourquoi on fait une BAT? Pourquoi les carotides externes sont si importantes dans le diagnostic? Parce que pendant très longtemps, il n'y avait que ça qu'on voyait. La temporale et les carotides externes, c'est les seules artères superficielles qu'on peut biopsier, sur lesquelles on a pu faire de l'écho au début. Donc, c'était le seul critère. Ben, maintenant, il faut intégrer que la TEP voit tout. Et on voit partout où c'est. Et donc, vraiment, la démocratisation des TEP numériques va changer beaucoup de choses, je pense, dans le domaine des vascularites hors gros vaisseaux. Et donc, comment on peut s'y préparer? Eh bien, il y a 3 choses. Il faut savoir détecter une vascularite hors gros vaisseau, même quand on ne la cherche pas, savoir quand la rechercher particulièrement, et connaître les signes annexes, les signes extravasculaires atteints. Alors, quand suspecter une vascularite hors gros vaisseau, alors, c'est ma manie des signes. J'aime bien donner des noms de signes. Donc là, c'est le signe du Wagyu. Alors ça, c'est pour le public anglophone. En français, on l'appelle le bœuf de Kobe. Donc le Wagyu ou le bœuf de Kobe, c'est une race de bœuf japonais à la chair très grasse qui est comme persillée. Et le signe du Wagyu, ça correspond sur des acquisitions axiales à la visualisation d'un métabolisme des artères situées entre les muscles des cuisses et des épaules, voire des artères intramusculaires. Alors pourquoi ces zones en particulier? C'est parce que c'est là où ça se voit le mieux. On les voit partout quand on regarde, mais où est-ce que les muscles sont le plus épais et où il n'y a pas d'organes spontanément à vide en FDG? Eh ben, c'est dans les cuisses, dans les fesses et dans les épaules. Donc, il faut faire attention au seuil de positivité parce que avec les TEP numériques, maintenant, on va voir le bruit de fond circulant, même dans les vaisseaux de moyen calibre. Donc, il va falloir redéfinir des seuils. Moi, je sais que j'ai un seuil par rapport à ma machine. Je sais que sur ma machine, sur un patient qui est pris à 1 heure, il y a des vaisseaux que je suis censé voir, il y a des vaisseaux que je ne suis pas censé voir. Après, se posera la question du bruit de fond vasculaire. On sait qu'au plus on attend par rapport à l'injection, au plus le taux de FDG circulant diminue. Donc peut-être qu'à terme, avec les TEP numériques, ça va être pertinent de faire des acquisitions dès qu'on a un inflammatoire à 2 heures. Alors ça va demander des box, ça c'est sûr, mais c'est peut-être à réfléchir. Et l'astuce, donc le Wagyu, le signe du Wagyu, c'est vraiment un signe quand on regarde l'acquisition en axial, TEP seul ou fusionné, même si ça se voit mieux sur le TEP seul que sur la fusion. Et sur le MIP, ça a vraiment un aspect sale. C'est vraiment un aspect très particulier qu'il faut se mettre dans l'œil, avec un hypermétabolisme des tissus mous linéaire ou hétérogène.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc une tranche de bœuf de Kobe à 5, hein, ça à 5000 balles. Et là, donc en aspect, on va avoir le métabolisme, alors normal ou pas, des vaisseaux principaux, et après les branches qu'on n'est pas censé voir, et ensuite une activité intramusculaire. Et c'est là où c'est intéressant, je rebondis sur l'intervention de Guillaume. Guillaume disait, il y a des myosites. Mais nous, ce qu'on voit en TEP, ce n'est pas des myosites, c'est des vascularites intramusculaires. On voit vraiment la reproduction de l'arbre artériel. Quand on fait défiler, alors ça, c'est trois exemples. Quand on fait défiler, on voit que ça suit, il y a une logique, ça suit l'arbre artériel. Donc c'est vraiment de la vascularite intramusculaire. Donc là, c'est un exemple de périartérite noueuse de la littérature, hein, le cas vraiment ultra caricatural. Donc ça, on n'est pas censé le rater. Par contre, ça, au milieu, c'est un cas où personnellement, moi, j'ai fait le diagnostic de périartérite noueuse du fait de l'aspect crade dans les muscles. Et c'était juste. Et là, c'est un autre cas, c'est un cas de Horton périphérique, pour rebondir un peu sur le cas de Sarkis, où on voit vraiment une atteinte des vaisseaux des membres inférieurs et notamment des vaisseaux perforants. Mais ça va être plus continu, alors que la périartérite noueuse va être plus hétérogène. Alors, quand est-ce qu'il faut rechercher les vascularites hors gros vaisseaux? Eh bien, en fait, tout le temps. On regarde les poumons, on regarde le foie, on regarde les ganglions, et bien on regarde les vaisseaux. Les vaisseaux moyens doivent sortir de l'angle mort. Alors, il faudra le regarder plus particulièrement dans le dossier de médecine interne, dans les dossiers de médecine interne, les recherches de primitifs et fier expliquer les douleurs, mais sinon, ça doit faire partie du cadre. On regarde le squelette, ben on regarde les vaisseaux. À partir du moment où ça rentre dans ce qu'on cherche, ça sort de l'angle mort, eh bien, on va voir quand ce sera à voir. Et surtout, on sera prêt pour le jour où on aura une machine qui permet de le, de le voir. Donc, ça doit vraiment faire partie. Après, je sais qu'on ne travaille pas tous de la même façon. Il y a des gens qui vont interpréter les examens en cherchant spécifiquement des choses. D'autres, moi c'est ma méthode, qui ont une carte mentale d'un examen normal et qui comparent par rapport à la carte mentale. Mais en tout cas, quelle que soit la méthode qu'on utilise, il faut que l'analyse des moyens vaisseaux soit à un moment. Hop, ça fait partie. Sur le MIP, on regarde les muscles. Sur le déroulé, on regarde la racine des cuisses. Et quand on fait un bilan inflammatoire, on prend les genoux. Comme ça, on le voit, paf, on est tranquille. On a les mains, comme ça on voit aussi bien on voit bien les bras, on peut voir les mains s'il y a des RS3PE, et voilà. Donc ensuite, pour les sites extravasculaires atteints, selon les types de maladies, ben, en gros, on est dans tous les aspects de trucs interstitiels. La néphrite interstitielle, la pneumopathie interstitielle, avec des aspects tout à fait typiques du Wegener. Hein. Après, je n'ai pas pu tout montrer, mais j'ai eu un cas de Wegener intéressant là-dessus. Les pancréatites. Et en fait, c'est des choses qu'on connaît parce que c'est toute la gamme des maladies auto-immunes et surtout ce à quoi on est confronté depuis quelques années, toute la gamme des effets secondaires liés aux immunothérapies. Ensuite, pour ce qui est un peu des non-vascularites, alors ça sera rapide, hein, c'est toute la gamme des maladies qui ont des atteintes périvasculaires, qui peuvent mimer les vascularites, qui peuvent aussi, dans certains cas, avoir des atteintes vasculaires, mais qui ne sont pas classées comme des vascularites. Comme par exemple la maladie liée aux IgG4, qui va donner plein de choses, hein, des hypertrophies d'organes, des choses comme ça, plein de trucs interstitiels, mais ça va aussi souvent se manifester sous la forme d'une fibrose péritonéale qui va englober l'aorte. Donc là, il va falloir bien regarder le scan pour distinguer la fibrose rétropéritonéale de l'aortite, sachant que la maladie liée aux IgG4 peut aussi donner des vraies aortites. Ensuite, il y a tout ce qui est septique, les anévrismes mycotiques, mais ça, voilà, quand on est dans un bilan d'endocardite, on recherche on recherche des anévrismes mycotiques, évidemment. Et là, pour le coup, des endocardites, c'est vrai corps entier. Hein, parce que moi, des cas d'anévrisme mycotique uniquement démolé, j'en ai pas qu'un. Hein, ça, vraiment, ça existe. Ensuite, la maladie d'Erdem-Chester, on en voit une tous les 5 ans, mais à ce moment-là, ça fait plaisir. Ça peut donner des espèces de manchons périaortiques, notamment thoraciques. Ensuite, comment on les distingue? Ce n'est pas trop l'objet du cas de ce soir, mais à chaque fois, en général, ce n'est pas forcément notre rôle de les distinguer. Ça veut dire, oh, il se passe quelque chose, allez voir. Si vous sentez une âme, voilà, si vous êtes à l'aise sur la sémiologie TDM, la clinique, on peut proposer des diagnostics, mais en général, le diagnostic ne va pas être posé sur la
sur la TEP, bon, ça arrive. Mais c'est pas trop ce qui est attendu. Donc voilà, pour la maladie de l'IgG4, il y a des patterns différents. Vous voyez, ça peut donner des vraies aortites. Ça, c'est vraiment une maladie des IgG4. Pour ce qui est des anévrismes mycotiques, en général, on est dans des contextes où on sait, on est vraiment dans de l'infectieux. Après, de toute façon, en général, c'est crade. Ça a un aspect crade. On le voit. Il y a d'autres choses. En général, il y a peu de difficultés. Après, là, on est quand même sur des situations où on est bien content d'avoir l'injection de produits de contraste, parce que des fistules aorto-œsophagiennes, des choses comme ça se voit régulièrement et on est content de pouvoir donner les meilleures chances aux patients quand on les diagnostique à temps. Voilà le manchon périartique du Erdheim-Chester. Ensuite, deux petits cas cliniques. Donc d'abord un patient de 82 ans qui était adressé par un interniste pour un syndrome douloureux bilatéral des membres inférieurs, un syndrome inflammatoire biologique apparu depuis un mois. La douleur semble musculaire, prédominant à la racine des cuisses, et elle a été soulagée après une corticothérapie de 2 jours. Le patient présentait également une hypoalbuminémie et se plaignait d'une douleur du flanc droit, sans anomalie au scanner. Les hypothèses diagnostiques, c'était soit une myosite, soit une maladie de Horton. Sur le MIP, qui est très important, très très important, on voit une fixation diffuse hétérogène des bras et des cuisses, un hypermétabolisme colique segmentaire. Alors là, on ne voit pas bien, j'ai pas mis le MIP tournant, mais ça englobe le début du côlon transverse et l'angle colique droit, donc c'est pas juste le métabolisme péristaltique du sécom. Pas de fixation sur l'aorte, les artères sous-clavières, mais par contre, on voit un peu les artères humérales, on a une fixation un peu distale. Pas très intense, mais qui ressort. Alors, j'ai essayé de mettre la vidéo, est-ce que ça a marché? Voilà, bon, il a bougé la tête, tant pis. Mais regardez bien les muscles. Les muscles, ils sont un peu tachetés. Alors, on peut griller un peu les images, mais voilà, il y a vraiment un grain, il y a vraiment un pattern, et c'est vraiment dans les fesses où on suit les vaisseaux, dans la racine des cuisses, on arrive à suivre les vaisseaux, qu'on se dit, non, ça, c'est pas normal. Ça, je vois pas ça d'habitude. Hop. Donc voilà, on voyait vraiment cet aspect persillé. Il y avait un hypermétabolisme segmentaire colique, sans un TDM, effectivement. Et donc, j'ai retenu le signe du Wagyu. Donc, vu l'âge du patient, ça pouvait être soit un Horton avec une atteinte plutôt périphérique, parce qu'on a vu que ça existait, hein, des Hortons un peu périphériques, soit une périartérite noueuse. Après, le fait que ça touche vraiment plus les vaisseaux de taille moyenne avec une captation un peu tachetée, qui est les douleurs musculaires, qui a un aspect évocateur de colite, l'hypoalbuminémie, l'absence de captation, l'absence d'aortite et de signes de PPR, j'avais plutôt proposé une périartérite noueuse. C'est le diagnostic qui a été retenu sur la base de la TEP. Il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a pas eu de biopsie musculaire, tout ça. On a dit c'est une périartérite noueuse, ça a été mis sous corticothérapie, et on a fait un bilan après 4 mois. Et donc là, on peut vraiment comparer, c'est le même patient, le même réglage, et vous voyez vraiment la différence de grain au niveau du MIP, et ça fait vraiment le diagnostic. Donc là, on avait vraiment une bonne réponse sous traitement. Un autre cas clinique, donc un patient de 68 ans avec un syndrome inflammatoire biologique fébrile depuis plusieurs semaines, CRP restant en 300 malgré antibiothérapie, et ça avait commencé par une douleur testiculaire gauche. Donc il pensait à une orchiépididymite, mais le bilan infectieux était négatif. Donc là, ce qu'on voit à nouveau, c'est un aspect un peu marbré, persillé des cuisses, avec une distribution vraiment selon l'arbre vasculaire, mais hétérogène. On a l'activité médulaire et splénique. Donc là, effectivement, l'article de 2019 sur les fixations extra-osseuses extravasculaires de la périartérite noueuse, ils décrivent juste les zones d'inflammation qu'on voit en TEP, hein, la moelle réactionnelle, la rate et le thymus, voire la thyroïde. Donc, voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vraiment, il faut essayer d'avoir cette idée en tête, cette espèce de granité organisée dans les muscles. Donc, il faut l'avoir en tête, il faut que ça rentre dans
dans le schéma mental de à quoi doit ressembler une TEP. Une TEP, on n'est pas censé avoir une fixation granitée des muscles. Hop, je vais essayer de passer la diapo. Donc là, hypermétabolisme splénique et médulaire en lien avec le syndrome inflammatoire, pas d'anomalie testiculaire, et hypermétabolisme hétérogène des moyens vaisseaux sans signe de PPR. Donc là, à ce moment-là, j'ai appelé l'internet, je lui dis écoute, je suis content, ça ressemble à une périartérite noueuse. Et là, elle me répond ah, bah oui, oui, bah, c'était notre hypothèse, hein, parce qu'avec le tableau d'Orchid inaugural, bah, on pensait à ça. Oui, sauf qu'il ne m'en parlait pas dans la demande. Donc c'était un peu. Voilà, ils avaient voulu mettre un peu de handicap, donc ça peut être aussi bien de bien communiquer avec les internistes dans ces cas-là. Et donc, il a été mis sous corticothérapie, c'est resté actif sous corticothérapie, il a été mis sous méthotrexate, et là, il est sous méthotrexate et ça va. Donc, en conclusion, la place de la TEP dans la vascularité des gros vaisseaux, c'est validé. La pratique, elle est structurée, il y a des critères d'interprétation, il y a des critères de positivité, il y a des critères de préparation, il y a encore des éléments à affiner, notamment les critères d'évaluation sous traitement et l'intérêt ou non de l'enjeu TDM couplé. Pour moi, les TEP numériques vont vraiment lever le voile sur les vasculaires des moyens et petits vaisseaux. Et dans ce cadre-là, tout est à construire. Et pour ça, pour construire quelque chose, il faut d'abord qu'on voit les choses. Et pour ça, il faut que les vaisseaux sortent de notre angle mort, comme les fixations myocardiques dont je pourrais vous parler en long, en large, en travers si Jean-Baptiste veut me réinviter. Et pour cela, il faut bien regarder le MIP, c'est vraiment super important. Avoir en tête le signe du Wagyu et pour les Horton, avoir en tête le signe d'un moustache de François Ferdinand. C'est très important, vraiment l'atteinte des vertébrales. Une fois qu'on le cherche, on le voit, ça se voit, c'est beau et c'est super important. Je vous conseille de lire en long, en large, en travers tous les articles de Radiopédia là-dessus, de rechercher dans Oncle Paul l'imagerie des atteintes inflammatoires et infectieuses de l'aorte. C'est super bien. Il y a peut-être 100 pages d'imagerie vraiment TDM sur les aortites, les recos ENM 2018 et les recos toutes fraîches ELAR 2023. Et je vous remercie de votre attention. Et voilà, Saint-Brieuc, c'est comme ça tout le temps. À peu près. Merci beaucoup, Nicolas, Guillaume, pour les présentations. On a été réalisé quand même un délai imparti qui était assez court, notamment pour Guillaume, j'ai prévenu il y a à peine 10 jours, donc merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions suite à ces deux présentations? Parce que nous, on en a sinon. N'hésitez pas, par écrit ou à l'oral. Ah, Jafar a levé la main. Allez, Jafar. Oui, bonsoir à tous. Hello. Merci pour vos présentations. C'était très intéressant, que ce soit sur le plan clinique et aussi de l'imagerie, avec les cas super intéressants comme d'habitude de Nicolas. Moi, j'ai une question un peu pratique par rapport à une situation à laquelle je suis confronté assez régulièrement. C'est généralement les cliniciens qui n'ont pas eu le temps de faire une TEP pour le diagnostic de leur vascularite des gros vaisseaux et qui, après un bon bout de temps de traitement, en dégraissant de corticothérapie, les patients ils présentent une aggravation clinique ou des poussées inflammatoires et ils me demandent de faire la TEP pour répondre à question de savoir s'il y a une poussée inflammatoire. Moi, je suis gêné par rapport à la prise de corticoïdes au long cours, surtout même si c'est des petites doses. Je ne sais pas si tu as des retours par rapport à ça, si tu as une expérience par rapport à ça. Merci. Moi, personnellement, je l'ai fait, mais j'adapte mon feuille d'interprétation. Et c'est-à-dire que si ça parle sous corticothérapie, il y a quand même des chances qu'on le voit. Mais je fais attention à mes seuils. Après, à discuter si c'est pas possible quand même d'arrêter quelque temps, mais après, c'est toujours pareil. Est-ce que la balance bénéfice-risque? Mais moi, ça m'arrive régulièrement des orthones qui restent parlants sous corticothérapie. On fait un bilan sous corticothérapie, et si ça ne serait-ce que fixouille, significativement par rapport au bruit de fond vasculaire, il passe en deuxième ligne. Merci. Avec la limite sur le TACA quand même, parce que c'est vrai que le TACA, c'est pas toujours simple d'aller dire hypermétabolisme égale attention. Et pour le TACA, je trouve que c'est difficile de répondre à la question quand même. Ah oui, moi je parle juste pour le Horton.
Ouais, pour le Horton, je te rejoins assez, mais le Taka, c'est toujours très, très casse-gueule, hein. Pour le Taka, je pense que c'est une connerie de demander à un nucléariste de réévaluer sous traitement quand il n'y a pas eu de TEP initial, parce que vraiment, on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Ok. Laurine, je crois, tu as une question. Oui, c'est pas vraiment l'urine en fait, mais Ah, dans le cadre d'une réévaluation de maladie de Horton en TEP, s'il y a une fixation significative, vous positivez même si par exemple la CRP est négative Oh, sous traitement. oui, après, je veux dire, après, si on a des critères, s'il y a les critères de possibilité, après, il faut faire gaffe, hein, pas vendre sur une petite plaque d'athérome ou un truc comme ça. Mais je veux dire, si les vaisseaux fixent sous traitement, moi je considère que c'est actif, hein. Après, dans la littérature, c'est pas encore, c'est la tambouille pour l'instant. Si quelqu'un veut faire un travail un peu prospectif là-dessus, ce sera avec plaisir. Mais moi, après, de toute façon, c'est de la discussion avec l'interniste. De toute façon, un interniste qui envoie le patient sous traitement en TEP, il a une idée derrière la tête, hein. Oui, c'est vrai, mais après, je trouve que c'est une situation qu'on rencontre quand même de temps en temps, et perso, je suis pas à l'aise avec ça, quoi, pour l'instant. Ben, moi, je dis juste, c'est métaboliquement actif sous traitement ou pas? Après, est-ce que ça a un impact clinique? Est-ce que ça met en jeu l'état des vaisseaux, les choses comme ça? Moi, après, j'ai des seuils. Est-ce que ça fixe significativement ou pas? Après, moi, je peux pas, à l'heure actuelle, avec les éléments qu'on a, je ne sais pas si derrière, est-ce que c'est un intérêt d'augmenter, de changer de ligne, tout ça, mais en tout cas, moi, on me demande est-ce que c'est actif sous traitement, c'est actif ou pas sous traitement. Et souvent, ça n'est pas actif, hein. Après, il faut faire attention aussi, parce que c'est un truc qui n'est pas trop décrit, mais que j'ai quand même l'impression, les Horton, chez les personnes assez âgées, ou alors qui ont des maladies d'Horton depuis assez longtemps, il y a une espèce d'hyperplasie des artères. Donc de la horte, mais notamment, ça donne des aspects de sous-clavière trop belle. C'est-à-dire la maminette de 87 ans, elle a des artères sous-clavières d'un homme de 25 ans. Voilà, bien, mais qui va être un peu tortueuse. Et ça, il va y avoir toujours un petit fond de fixation, donc faut vraiment se donner des seuils. Voilà, le foie, c'est bien, parce que sinon, on va avoir tendance à trop positiver parce qu'il y a un degré d'hyperplasie sur la maladie un peu chronique. Oui, un peu des remaniements post-inflammatoires, quoi. Ouais, c'est ça, ou une espèce d'hyperplasie, mais j'avais vu passer un papier ou deux là-dessus en scan sur le signe je crois que c'était déjà encore le signe du guidon de bicyclette. Ça donne vraiment des sous-clavières tortueuses, mais je ne l'ai pas retrouvé là, en préparant. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Alors moi j'ai une question plutôt pour Guillaume. Ah pardon, quelqu'un voulait parler? Non. Plutôt pour Guillaume. Guillaume, j'ai une question juste par rapport on a fait un test pour une vascularité récemment et on avait un doute sur une atteinte coronaire. Voilà. Parce qu'il y avait un hypermétabolisme coronaire. Est-ce que c'est possible dans ces vascularités-là ou est-ce que c'est vraiment réservé à d'autres types de vascularités? Sur quelle vascularite? A priori sur un Horton. D'accord. Et c'était un Horton de plus de 50 ans, hein. C'était pas un Horton de 45 ans où on a dit que c'était un Horton? En patient âgé qui avait un hypermétabolisme Ouais, cardiaque. Avec les résolutions actuelles, on voit assez bien les vaisseaux. On avait un peu l'impression que c'était sur une coronaire, donc voilà, j'espère que aussi un peu douteux, c'est pour voir si ça existait, si c'était décrit ou pas. c'est des choses qui sont possibles. Après, sur le Taka, on en voit quand même assez régulièrement. On a des atteintes un peu comme le Kawasaki, finalement, des atteintes des coronarites avec parfois des anévrismes. On en a eu dans le service chez des patients jeunes de 40, 45 ans, 35 ans qui avaient des Taka avec une atteinte coronarienne. Chez les sujets âgés, c'est quand même exceptionnel. Moi, j'en ai jamais vu. J'ai entendu dire, entre guillemets, que ça a déjà existé. Moi, j'en ai jamais vu. Je pense que c'est vraiment l'histoire de chasse où vraiment, si tout le tableau colle, il n'y a aucune raison qu'une maladie des gros vaisseaux qui puisse avoir un tropisme des moyens vaisseaux ne puisse pas donner une coronarite, hein, au même titre qu'une PAN ou qu'un B7, hein, par exemple. Mais je pense quand même que c'est l'histoire de chasse qui ne doit pas devenir non plus la hantise quand on regarde une TEP scanner de patients de Horton. Mais ça me choque pas sans en faire une généralité, quoi. Et juste un point pour rebondir.
il y a eu des Kawasaki de l'adulte post-vaccinaux décrits. Hein. Oui, c'est vrai, Donc, c'est vrai. bon, dans l'histoire de chasse, mais il y a eu des trucs. Et Ouais, non, ouais. par contre, je rappelle juste que l'intérêt de la préparation cardiaque, dès qu'on fait un truc inflammatoire, c'est que l'ischémie cardiaque à froid, l'hibernation myocardique, ça se voit très, très, très bien en FDG. Et c'est encore pareil, c'est un pattern à connaître. Et des hibernations myocardiques, des découvertes d'infarcts récents, des choses comme ça, quand on les regarde, on en trouve par paquet de 10. Donc, c'est aussi à voir. On peut voir s'il n'y a pas des ischémies associées dans ces cas-là, où on va peut-être pas voir la coronarite, parce que c'est quand même pas évident, même si ça peut, sur le tronc commun, vu que ça bouge peu, on peut les voir. Mais par contre, on verra bien la conséquence perfusionnelle avec l'aspect d'hibernation myocardique. Et ça, c'est ma deuxième question. Après, je laisse la main à Pierre-Adrien. Simplement, par rapport à tes protocoles, qu'est-ce que tu préconises du coup? Régime aglucidique, acquisition corps entier, quand c'est une vascularite? Nous, de toute façon, dès que c'est infectieux, médecine interne, machin, c'est régime cardio corps entier. Ok. Donc, on ne se pose pas la question. On n'a pas encore implémenté l'héparine parce qu'il y avait des obstacles avec la pharmacie et tout comme ça, et puis on n'a pas trop insisté. Et puis, en général, on a travaillé depuis assez longtemps avec la médecine interne et la cardio, donc on a des bons régimes cardio. Donc, c'est rare qu'on soit embêté. Mais l'héparine, un quart d'heure avant, c'est simple et ça marche vraiment très bien a priori. Hein. Et si c'est encore plus avant, parce que si moi je le fais genre une demi-heure avant l'examen, ça a un intérêt parce que moi j'ai pas de problème avec la pharmacie. Et avant de vous envoyer les patients. Alors, écoute, je crois qu'il faut le faire quand même pas trop avant, mais une heure avant, il n'y a pas de souci. Mais en gros, l'idée de l'article, c'était plus de dire, ben, même un quart d'heure avant, ça marche. Donc, à mon avis, si on fait un peu plus tôt, il n'y a pas de souci. Après, ce qui marche très, très bien, c'est la durée de jeûne. La durée de jeûne, après, on peut vraiment juste s'organiser pour mettre les patients en fin de matinée, par exemple, qu'ils n'aient pas fait le repas du soir et le repas du midi. Après, il faut faire gaffe les diabétiques, les choses comme ça. Mais la durée de jeûne, ça marche très bien. Le régime bien fait chez un patient speed, ça marche bien. Donc, il faut bosser avec les diètes. Mais l'héparine, c'est vraiment c'est sous-utilisé. Je ne sais pas si autour de la table, il y en a qui l'utilisent, l'héparine. Mais ça marche vraiment très, très bien. A priori, c'est vraiment nickel. Et puis surtout, quand on a un VG qui n'est pas complètement éteint, donc imaginons une sarcoïdose, qu'on a une fixation de la paroi latérale, c'est des fois dur de savoir est-ce qu'il y a une atteinte de sarcoïdose de l'anneau basal latéral, qui est le site de prédilection de l'atteinte de la sarcoïdose cardiaque, ou est-ce qu'il y a un défaut de préparation. Et là, avec l'héparine, on sait que tout est préparé, il n'y a pas de souci. Mais je digresse. Merci beaucoup. Du coup, Pierre-Adrien, en premier. Salut, ouais, du coup, j'ai deux petites remarques et après j'ai une question. La première remarque, c'est que l'atteinte coronaire, c'est classiquement décrit dans les histiocytoses, les atteintes périadventitielles dans l'Ardenne-Pfister. Mais bon, pour un Ardenne-Pfister, il faut vraiment aussi d'autres signes, enfin la fibrose périrénale et l'atteinte des os longs. Deuxième remarque, sur les vaisseaux et des moyens vaisseaux, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, Nicolas. Là, on a eu une petite série de 7 PK sur un an entre Tenon et la petite salpêtrière. Il y avait beaucoup les artères mammaires qui s'allumaient et les artères glutéales supérieures qui sont des branches de l'artère iliaque interne qui fusent en arrière et qui, d'ailleurs, on voit très bien sur ta vidéo. C'est pour ça que on la voit je me bien. permets d'en parler. Et du coup, je me demande si ça peut pas être des signes assez intéressants à regarder. Il faut c'est vrai que ma mère, j'y fais pas gaffe, mais je vais regarder, effectivement. Et donc, petite question, est-ce que dans la petite analyse de littérature que tu as fait, je suis assez surpris quand même qu'on ne prenne pas en compte en effet l'âge du patient, tu l'as vachement bien dit. Et surtout, on voit quand même une grande variabilité de la fixation chez des patients qui sont athéromateux. L'athérome survenant chez des patients âgés, la maladie d'Orton aussi, on est parfois un peu emmerdé à faire le diagnostic entre un bruit de fond vasculaire qui est très élevé du fait de à la fois l'athérome et de l'âge, tout simplement, versus du Horton. Je suis surpris qu'ils n'en parlent pas du tout dans les recommandations. Après, je pense que c'est ça l'idée du seuil hépatique, en fait. C'est qu'il faut que ça fixe.
et d'où le problème des réévaluations sous traitement où le seuil de positivité serait plus bas. Et donc, on est plus à même à changer. Après, là-dessus, c'est vrai que je pense qu'il faut, il faut donner des réponses claires. Je veux dire, soit ça fixe pas. Si on est dans l'entre-deux, faut le décrire. Et puis après, on donne ça à l'interniste et puis il se débrouille avec ça. Mais en général, je veux dire, un Horton, c'est un Horton. Il n'y a pas trop d'ambiguïté. Si on n'est pas sous corticothérapie, en général, c'est les corticothérapies qui viennent vraiment tout perturber, quoi. Merci beaucoup. Pierre-Adrien, c'était fini, du coup, c'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Et Younes, du coup? J'ai une petite question pour Nicolas. Tu as parlé, je rebondis sur l'héparine, point moléculaire. Je l'utilise par moment, mais en fait, j'ai un doute sur la posologie. Tu donnes combien? Alors, on ne l'a pas encore mis en place mais je crois que c'est bien détaillé dans les recos américaines, je crois. Il faudrait voir les dernières recos américaines. Je crois que c'est bien détaillé, la poso et tout. Et je m'en suis pas occupé. Mais c'est assez bien décrit, je crois. Faut voir les recos américaines. Oui, Nicolas, Romain Galland. J'avais fait ma thèse sur les endocardites infectieuses et j'avais vu dans la littérature que la posologie préconisée, c'était entre 15 et 50 UI par kilo d'héparine non fractionnée à donner 15 minutes avant l'administration du. Donc, il n'y a pas de règle. C'était des papiers qui datent d'avant 2019 à peu près. Donc, peut-être qu'il y a eu des réactualisations depuis, mais on était dans ces ordres-là, de grandeur, 15 à 58 kilos. Ah ouais, nickel. Mais je crois que dans un papier de 2021 ou un truc comme ça, des Américains, ils proposaient des trucs standards. D'accord. Faut que je vérifie. Je l'ai plus en tête. C'est LRR qui avait ça, qui gérait ça. Et mais je crois que ça a été bien structuré, ça aussi. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture? Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces deux présentations qui ont suscité un petit peu de questions. C'est bon signe. On était nombreux ce soir. Donc, c'est un nouveau format avec un clinicien, un médecin nucléaire. Donc, ça permet vraiment de savoir pourquoi on travaille, pourquoi on fait les examens. Donc, parce que c'est bien beau de décrire des choses, mais il faut savoir ce qu'attend le clinicien en face, notamment dans le cadre des bilans pré-thérapeutiques, comme expliqué Guillaume. Penser à la diverticulose, ce n'est pas quelque chose, je pense, forcément de très spontané, mais c'est hyper important pour eux. C'est pour ça que, d'ailleurs, on va en RCT. Malheureusement, les internistes, il n'y a pas encore d'RCT forcément vascularité partout. Mais c'est hyper important, on apprend à leur côté. On fera ça du coup de manière mensuelle à chaque fois, donc on va se reproduire ça pendant toute l'année. Voilà, donc la prochaine fois, ça sera sur l'urologie, donc avec un radiothérapeute et un médecin nucléaire axé PSMA, prostate, colline, fin octobre. Voilà, donc on vous enverra l'invitation et merci à tous en tout cas pour votre présence. Encore un grand merci à Guillaume pour ces super présentations qui ont été très enrichissantes pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, en tout cas, c'était très sympa d'être avec vous. Merci Guillaume pour ta motivation. Eh ben, moi de même, merci beaucoup. Voilà aussi, merci beaucoup. À bientôt, salut à tous. Merci. À bientôt.